Bonjour à tous. Euh, donc, on va commencer cette réunion à distance, Bonjour. cette visioconférence sur les modalités de déclaration de la PAC 2021, la télédéclaration PAC. Donc, nous sommes ici à la Chambre d'agriculture. Donc, je me présente Christophe Périgord et cette réunion est co-animée, donc Christophe Périgord, Chambre d'agriculture. Cette réunion est co-animée par la DDT, la Chambre d'agriculture. Donc, nous avons traité cinq chapitres que sont le calendrier de la PAC 2020-2021, donc qui vous sera présenté par Philippe Collin de la DDT. Puis on enchaînera sur les aides découplées du premier pilier, puis les aides couplées, végétales et animales, les aides du second pilier, MAE et ICHN notamment, et les nouveautés de la télédéclaration PAC 2021. Voilà, donc on a prévu 2 heures pour l'ensemble de la présentation et des échanges. Alors, je vais d'abord vous donner quelques points sur des consignes techniques. Le principe, c'est que si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser à partir de votre barre, soit aller en bas de votre écran, soit en haut, sur le bouton qui s'appelle discussion. Et là, vous pourrez ouvrir le chat et pouvoir poser votre question et on la relaiera et la personne la plus compétente sur la question vous répondra. Donc, vous ne voyez pas mes collègues, ils sont juste à côté de moi et on se relaiera devant l'écran. Alors, le principe, c'est que voilà, c'est pour la qualité du son, la bande passante n'est jamais extraordinaire de toute manière. Pour que la qualité du son soit la plus optimale, on vous demande donc de couper vos micros. Donc là aussi, sur votre barre, soit en haut, soit en bas de votre écran, et c'est désactiver le son. Alors, de base, votre écran est coupé, votre son est coupé, pardon. Et puis, quant à la vidéo, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux. Là, vous êtes une trentaine de connectés. Et combien, Mathieu? 47. 47, oui, ça va vite, c'est normal. Ça évolue très vite au fil des minutes là, de connexion. On a quelques appels pour que les gens puissent se connecter. Donc, je pense que le plus optimum pour la qualité de tous, ce serait de couper votre vidéo, dans la mesure du possible. Vous verrez à l'écran défiler le diaporama, les diapositives. Et le mieux, c'est pour maximiser la qualité pour chacun, c'est de couper vos caméras. Arrêter la vidéo. Donc, arrêter la vidéo, c'est le deuxième bouton en partant de la gauche sur votre barre, soit qui est en haut, soit qui est en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, ça arrête la vidéo et désactivez le son de la même manière. Voilà, c'est pour les quelques consignes techniques. Donc, effectivement, c'est des réunions qu'on a l'habitude de faire en physique. Bon, jusqu'en 2019, puisque 2020, c'était le tout début du confinement et n'avait pas pu se tenir. Donc, l'ensemble de la présentation que vous allez voir défiler sera disponible, est disponible sur le site de la préfecture et également sur le site de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc, mais n'hésitez pas à poser vos questions à l'issue des 5 chapitres. On fera des séquences questions-réponses par la voie du chat. Et puis, si vous n'y arrivez pas exceptionnellement, vous pourrez voir en son direct. Mais le principe, pour que ça soit profitable pour tous et audible, c'est que vous puissiez les poser par écrit et on vous répondra, nous, oralement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des consignes. Je vais laisser la parole à Philippe Collin de la DDT, qui va vous parler dans un premier temps du calendrier PAC 2020-2021 et on fera un break s'il y a des questions à l'issue de ce premier chapitre et on enchaînera. Bon, bonne visio à tous et j'espère que l'information pourra passer correctement. Merci et donc je donne la parole à Philippe Collin. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer
par le calendrier de la PAC 2020-2021, enfin, plus exactement, c'est le calendrier des paiements. On verra ensuite les aides découplées du premier pilier, un point ensuite sur les différentes aides couplées, animales et végétales, quelques éléments sur le second pilier de la PAC et des aspects télédéclaration 2021, notamment les points d'attention pour cette télédéclaration. Alors, concernant le calendrier des paiements PAC 2020, donc au 16 octobre 2020, il y a eu versement d'un acompte de 70% sur les aides découplées, les aides bovines, ovines, caprines et l'ICHN, et le solde de ces aides étant intervenu au mois de décembre, sauf pour les aides bovines, pour lesquelles le versement du solde a eu lieu fin janvier. Fin février et fin mars, vous avez eu le versement des aides couplées végétales ainsi que de l'assurance récolte. Et pour les aides bio et MAEC, les paiements sont intervenus à partir de début mars. Donc ça, c'était 2020. En 2021, en prévisionnel, on est sur les mêmes dates. Hein. Un acompte qui est prévu le 16 octobre. Pour l'instant, on a mis acompte de 50%, mais ça pourra évoluer. Les soldes en décembre, sauf pour les aides bovines, pour lesquelles ce sera fin janvier. Les aides couplées végétales et l'assurance récolte février-mars et les aides bio-MAEC à partir de mars 2022. Pas d'éléments nouveaux là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, on va passer maintenant aux différentes aides découplées du premier pilier. Bon, vous le savez, depuis 2015, il y a 4 aides découplées qui ont remplacé les DPU. Donc, vous avez l'aide de base liée au droit à paiement de base, le paiement redistributif, qui est une surprime sur les 52 premiers hectares ou 52 premiers DPB, l'aide verte ou paiement vert et l'aide JA ou paiement JA. Donc, on va revenir en détail sur ces différentes aides. Mais avant d'entrer dans le détail de ces aides, je voulais faire un point sur les éventuels ou les futurs accidents de culture en 2021. Alors, ce qu'on appelle un accident de culture, c'est un événement qui survient après la date limite de dépôt, c'est-à-dire après le 17 mai, qui est la date limite de dépôt cette année. Dans le cas où vous avez un problème sur une parcelle avant le 17 mai, on ne va pas considérer ça comme un accident de culture. Si vous avez une parcelle qui n'est pas semée avant le 17 mai, donc elle n'est pas considérée comme un accident de culture, et à ce moment-là, elle doit être déclarée en SNE, surface temporairement non exploitée, donc ça veut dire une surface sur laquelle vous ne touchez pas d'aide découplée, ou réensemencée si évidemment vous faites une culture, et déclarée avec la culture concernée. Dans le cas où il y a une destruction partielle, il faut dans ce cas-là déclarer la culture en place, et les zones en sol nu ou les zones dégradées doivent être déclarées en SNE, surface temporairement non exploitée, si cette zone couvre une surface de plus de 10 arts d'un seul tenant. Donc, si vous avez des dégâts épars sur la parcelle, si ça fait moins de 10 arts, vous ne décomptez pas de surface, vous déclarez l'intégralité de la culture. Concernant les petites parcelles qui font moins de 20 arts, on doit décompter la zone, c'est-à-dire déclarer en SNE, si la surface endommagée fait plus de 1 art. Donc ça, c'est pour les événements qui auraient pu intervenir avant le 17 mai. Si maintenant vous avez des dégâts après le 17 mai, là, on va passer dans le mode accident de culture. Bon, si vous pouvez implanter une culture de remplacement, dans ce cas-là, vous ferez une modification d'assolement avec le formulaire modificatif en indiquant le nouveau code culture que vous allez déclarer. Si vous n'êtes pas en mesure d'implanter une autre culture, à ce moment-là, vous signalez un accident de culture, toujours par le biais du même formulaire modification d'assolement. Donc, dans ce cas-là, l'admissibilité de la parcelle est conservée, c'est-à-dire vous touchez les aides découplées, normalement, mais la parcelle ne pourra pas prétendre aux aides couplées, s'il y avait des aides couplées pour la culture, ni au caractère SIE de la parcelle.
Donc ça, c'est le processus accident de culture, mais c'est après la date limite de dépôt. Un point maintenant sur justement ces modifications d'assolement. Ces modifications donc, sont possibles sans impact financier pendant une durée de 15 jours après la date limite de dépôt. Donc là, ce sera du 17 mai au 31 mai. Si vous faites une modification après le 31 mai, c'est toujours possible, mais il peut y avoir un impact financier, c'est-à-dire des pénalités de retard, si cette modification entraîne l'augmentation d'une aide, couplée ou découplée. Si par exemple vous augmentez votre surface après le 31 mai, c'est possible, mais il pourrait y avoir des pénalités de retard par rapport à la surface qui est en surplus, que vous avez augmentée. Concernant les cultures dérobées SIE, là, les modifications sont possibles jusqu'au dernier jour qui précède le début de la présence de période obligatoire. Cette année, la période de présence obligatoire, ça va être du 20 août au 15 octobre. Donc, vous pouvez modifier vos dérobés jusqu'au 19 août. Quand on dit modifier les dérobés, ça veut dire changer la nature des dérobés par rapport à ce que vous aviez déclaré initialement ou déplacer les dérobés, mais toujours dans la limite de la surface initiale que vous aviez déclarée en dérobé. Et dans tous les cas, donc pour faire ces modifications, il faut utiliser le formulaire spécifique modification d'assolement, modification de déclaration, que vous trouvez sous Télépac, et le joindre avec votre registre parcellaire graphique, avec la modification spécifiée en rouge, que nous, on puisse bien l'identifier et qu'on puisse le reporter sur votre déclaration. Un point d'attention, c'est qu'un ajout d'aide, ajout d'une aide couplée ou découplée, n'est pas assimilable à une modification, mais à un redépôt de dossier, ce qui peut entraîner des pénalités de retard sur l'ensemble des aides. Par exemple, vous faites des protéagineux, mais vous avez oublié de demander l'aide protéagineux dans votre dossier. Donc, vous nous envoyez une modification le 18 mai, après la date limite de dépôt, en disant, voilà, je veux rajouter l'aide protéagineux. Donc, nous, on va la prendre en compte, mais on va assimiler ça à un redépôt de dossier. Donc, ça va engendrer une pénalité de retard de 1%, puisque c'est le 18 mai, sur l'ensemble du dossier PAC. C'est-à-dire comme si vous aviez déposé votre dossier PAC avec un jour de retard. Donc, ça, c'est quand vous rajoutez une aide, que ce soit une aide découplée, que ce soit une aide couplée ou l'aide découplée. Si vous aviez demandé cocher non sur l'aide découplée et que vous vous en rendez compte après que vous cochez oui, ça engendrera une pénalité de retard. Donc, ça s'applique sur tous les rajouts d'aide, sauf l'aide à l'assurance récolte, où là, il n'y a pas de pénalité de retard si on la rajoute après la date limite de dépôt. Voilà sur cette partie modification. Est-ce qu'il y a des premières questions là-dessus? Bon. Donc, ça a été clair. On va passer maintenant aux différentes aides découplées. Donc, je vais laisser Mathieu Vullens vous faire la présentation. Bonjour, donc je vais vous parler dans un premier temps de l'aide sur la surprime sur les 52 premiers hectares, qui est forfaitaire. Si on a des DPP, on a le droit à cette aide sur les 52 premiers hectares, qui est d'un montant de 49 € depuis 2016. Ça n'a pas vraiment évolué. Et ça représente 10% du premier pilier de la PAC. Et cette aide est soumise à la transparence GAEC, c'est-à-dire que si on est deux associés en GAEC avec chacun 50% des parts, j'ai le droit à 2 fois 52, soit 104 hectares si j'ai les 104 hectares de SAU. C'est une aide assez simple. Au niveau de la autre aide découplée, le paiement vert, qui est proportionnel au DPB, qui représente 70% de la valeur des DPB si j'ai respecté 3 obligations. L'obligation de diversité d'assolement, l'obligation d'avoir des SIE sur mon exploitation et l'obligation d'avoir des prairies permanentes, enfin, le maintien des prairies permanentes.
Je vais commencer d'abord par qui est exempté par cette obligation. Les exploitations qui sont 100% en agriculture bio sont exemptées de ces 3 obligations. Ils sont verts par définition. Et puis, ceux qui ont des cultures pérennes, c'est-à-dire si j'ai 100% de ma surface en vigne ou en verger, je ne peux pas avoir des surfaces d'intérêt écologique, je ne peux pas avoir une diversité d'assolements, donc je ne suis pas soumis à ces critères de verdissement. Pour savoir si j'ai bien respecté l'année dernière l'obligation d'être verte, donc si j'ai bien respecté mes 3 obligations SIE, maintien des prairies, diversité d'assolement, à vous de vous reporter sur Télépac, sur votre dernier relevé de paiement, et vous regardez si le taux de conformité verdissement est bien de 100, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pénalité l'année dernière, ce que vous aviez fait l'année dernière était conforme à la réglementation. Donc ça envisage un dossier qui va se dérouler normalement pour 2021. Sinon, il faut réfléchir et savoir pourquoi 2020, vous avez eu une pénalité pour ne pas reproduire la même erreur en 2021. Donc, les 3 obligations, je vais commencer par la diversité d'assolement. Un autre régime d'exemption, tous les exploitants qui ont plus de 3/4 de la surface en herbe, c'est-à-dire en prairie permanent, PP, en prairie rotation longue, PRL, ou en prairie temporaire, PTR. Tous ceux qui ont une surface en prairie temporaire, gel ou légumineuse de plus de 75% de la surface en terre arable. Donc la terre arable, je vous rappelle ce que c'est la SAU, moins tout ce qui est couvert permanent, c'est-à-dire les prairies permanentes, les PRL, moins les cultures pérennes, les vergers, les vignes. Autrement dit, ce sont mes cultures et mes prairies temporaires de moins de 5 ans. Donc, une question. Est-ce que les exploitations en herbe de plus de 70% sont toujours exemptées de l'obligation verte? Non, c'est 75%. Donc, il faut avoir plus de 75% de ma surface en herbe pour être exempté de l'obligation d'être verte. Si je suis à 70%, je suis soumis. Donc, je dois avoir 3 cultures. Enfin, ça dépend de la surface en terre arable. C'est-à-dire, si une fois que j'ai enlevé mes prairies permanentes et mes PRL, il me reste entre 10 et 30 hectares de terre arable, je suis soumis à l'obligation d'avoir 2 cultures différentes, dont la principale doit faire moins de 75% de ce restant. Et s'il me reste plus de 30 hectares de surface en terre arable, je dois avoir 3 cultures. La culture principale doit faire moins de 75% de mes terres arables, et la somme de ma première et de ma deuxième culture principale doit faire moins de 95%. Ce qui veut dire que je dois avoir au moins une 3e, une 4e, une 5e culture qui représente au moins 5% de ma surface en terre arable. Une culture principale, je rappelle que c'est une culture qui est présente, qui doit être identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle au mois de septembre, il faut que cette culture soit encore visible. Ce qui veut dire que les cultures intermédiaires, les dérobées, ne seront pas prises en compte. Et de la même manière, j'ai un métail que j'ensile au printemps, je mets un maïs derrière, ça ne sera pas le métail qui sera ma culture principale, ça sera mon maïs qui sera présent en milieu de campagne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, bonjour, depuis quand le critère a évolué à 75%? Il a toujours été là depuis 2015. Avant 2018, il fallait que le critère soit supérieur à 75% et avoir moins de 30 hectares de terres arables restantes. Mais ce critère-là a été abandonné en 2018, ce qui fait que toute exploitation de plus de 75% est exemptée. Le diaporama, je rappelle qu'il sera disponible, il est disponible sur le site de la préfecture et qu'il sera disponible sur le site de la Chambre, et on va essayer de même diffuser cette vidéo. Je passe au SIE.
Donc, les SIE depuis depuis le début, depuis 2015, on est obligé d'avoir 5% de SIE, ça ne change pas pour cette année. Les critères d'exemption sont à peu près les mêmes que ceux de la diversité d'assolement. Donc, toujours, si j'ai plus de 3/4 de ma surface en herbe, je suis exempté. Si les prairies temporaires plus le gel plus les légumineuses représentent moins de 75% de ma terre arable, je suis exempté. La petite différence pour la diversité d'assolement, il fallait moins de 10 hectares de terre arable pour être exempté. Ici, c'est 15 hectares. Donc, les SIE, c'est quoi? C'est deux sortes d'éléments. Ça peut être des éléments surfaciques, des parcelles, ou des éléments de paysage. Donc, ça existe depuis 2015. Après, certaines définitions ont un peu évolué. En 2018, les bandes tampons et les bordures de champs, donc ce sont des éléments de plus de 5 mètres de large minimum. Il n'y a pas de maximum. Et 1 mètre linéaire représente 9 mètres carrés de SIE. Si à un endroit sur ma bordure, j'ai un endroit où la bande fait moins de 5 mètres de large, ma bande ne compte pas en SIE. À l'instruction, ça sera automatique. Toute ma bande sautera. Il faut que ça soit vrai sur Télépack, que ma bande fasse plus de 5 mètres sur le dessin. Il y a un petit outil pour mesurer les distances. Et il faut que sur le terrain, ça soit réel aussi. Concernant les bords le long des forêts, donc ce sont des bandes de 1 mètre minimum de large, il n'y a pas de maximum. Et donc si je suis sans production, c'est-à-dire que j'ai une bande d'herbe d'1 mètre sans culture, 1 mètre linéaire représente 9 mètres carrés. Et si j'ai avec production, c'est-à-dire que mon blé est au ras de mon bois, 1 mètre linéaire représente 1,8 mètre carré de SIE. Une question. Les ZNT riverains, on en parlera plus tard, mais globalement, on en parlera plus tard. Il y aura un chapitre dans les diapos, deux diapos qui parleront vraiment de ça. Donc, outre les bandes, il y a aussi les jachères SIE qui doivent être présentes avant le 1er mars jusqu'au 31 août, sans dérogation possible. Comme pour toute jachère aujourd'hui, les dérogations pour semer des colzas derrière jachère n'existent plus. 1 hectare de jachère permet d'avoir 1 hectare de SIE. Concernant les jachères mellifères, c'est un mélange de 5 espèces mellifères. Donc, là-dedans, il y a du souci, mais aussi de la luzerne, du trèfle, une diversité floristique. Ces plantes doivent être semées avant le 15 avril et présentes jusqu'au 15 octobre. Et 1 hectare de SIE représente 1 hectare et demi, 1 hectare de jachère mellifère représente 1 hectare et demi de jachère mellifère. Une petite alerte sur les jachères faune sauvage, notamment celle maïs-sorgho, qui, il fut un temps, ont pu être comptabilisées en SIE. Depuis qu'on sait que c'est le 1er mars au 31 août, généralement le jachère sorgho-maïs est semé après le 1er mars. Donc, oui, c'est une jachère, mais non, ça ne peut pas être considéré SIE parce que c'est présent après le 1er mars. Enfin, les dérobés ou intercultures, SIPAN, ça dépend comment on peut les nommer, doivent être présentes entre le 20 août et le 15 septembre. Ça a évolué un peu par rapport à l'année dernière où c'était 20 août, 15 octobre, alors qu'avant c'était 5 août, 29 septembre, de mémoire. Et 1 hectare de dérobé SIE représente 0,3 hectares de SIE. Donc je rappelle que ça doit être des cultures qui sont semées avant le 20 août. Donc il y a une obligation de semer qui doivent avoir levé et être suffisamment couvrantes. Alors, il y a 2 questions. Alors, la bande tampon avec production protégée au sol phyto. J'ai dit plus tard. La diapo d'après répondra à la question. Concernant les phytos, j'en parlerai 2 diapos après. Il nous reste comme surface les cultures fixant l'azote, donc c'est-à-dire les légumineuses pures ou en mélange avec des graminées, des céréales ou des oléagineux.
peuvent être éligibles au SIE. 1 hectare de culture équivaut à 1 hectare de SIE. Et puis le miscanthus, qui depuis 1 an ou 2 est éligible au SIE, si c'est bien la variété Giganteus, et 1 hectare de miscanthus vaut 0,8 hectare de SIE. Par rapport à l'obligation de phyto, l'interdiction de phyto sur les SIE, donc cela correspond à la même période que la durée d'implantation, donc les jachères 1er mars, 31 août, jachères mellifères 15 avril, 15 octobre. Les cultures annuelles fixant l'azote, on va dire le pois, la fébrole, du semis jusqu'à la récolte. Les cultures pluriannuelles fixant l'azote, comme les luzernes, les trèfles, soit sur l'année civile, si elle reste présente durant l'année civile, soit du 1er janvier, si elle a été semée avant, ou jusqu'à la dernière récolte, c'est-à-dire ma luzerne, je la casse au mois d'août pour semer un blé derrière, je la récolte, on va dire au mois de juin, je fais ma dernière coupe, et après j'ai le droit de la traiter pour implanter un blé derrière. Les dérobés SIE, je peux les fertiliser si c'est une interculture, mais je ne peux pas mettre de phyto entre le 20 août et le 15 octobre. Et la bande le long de la forêt, c'est SIE, donc je ne peux pas traiter dessus. Les traitements de semences. C'est la réponse à la question. Donc ça correspond à la réponse à la question qu'on a pu avoir sur est-ce que j'ai le droit de traiter le long de ma forêt. Si je traite jusqu'au bord, c'est une bande, enfin il n'y a pas de bande. Le traitement de semences compte comme un traitement phyto. Et puis, par contre, une fois que j'ai récolté, je peux traiter. Et le caractère SIE est un caractère annuel, c'est-à-dire que ce que j'ai déclaré cette année, l'année prochaine, je peux décider de traiter si j'ai envie, en perdant le caractère SIE de ma culture. Donc, j'ai parlé d'éléments des parcelles. Là, il y a aussi des éléments de paysage qui correspondent aux haies de moins de 20 mètres de large. 1 kilomètre de haie équivaut à 1 hectare de SIE. Les bosquets de moins de 50 arts sont assimilables à des SIE, donc, et 1 mètre carré équivaut à 1,5 mètre carré de SIE. Au-dessus de 50 arts, un bosquet, aux yeux de la PAC, c'est une forêt, donc non éligible au SIE. Les mares, de la même manière, de 0 à 50 arts, éligibles au SIE. Et enfin, les fossés non maçonnés de moins de 10 mètres de large sont éligibles avec 1 kilomètre de fossé équivaut à 1 hectare de la même manière que les. Je rappelle, parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, où pour qu'une haie compte en SIE, il faut que mon cours d'eau, mon fossé compte en SIE, il faut bien qu'il soit présent à l'intérieur de mon îlot. C'est-à-dire qu'ici, mon fossé sort de mon îlot, donc ne peut pas être comptabilisé en SIE. Depuis 1 an, Télépac le calcule automatiquement, mais vous pouvez le vérifier si vous voulez. Et puis, depuis 2018, on peut cumuler des éléments de SIE, c'est-à-dire je peux cumuler ma haie plus mon fossé en SIE. C'est à peu près la même chose. Je rappelle que pour calculer les SIE, donc c'est bien ma surface en terre arable, j'enlève mes prairies permanentes, mes prairies de plus de 5 ans, mes BRL, mes vignes, mes cultures permanentes, il me reste mes cultures plus mes prairies temporaires. Là, dans mon exemple, ça représente 80 hectares. Il me faut respecter 5% de SIE, 5 fois 8, 40. Donc, il me faut 4 hectares minimum. J'ai des haies, du gel, des dérobés, des surfaces en légumineuses. J'ai atteint 4,85%. Télépac calcule et me dit que ça me représente 6% de SIE. Tout va bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le verdissement, enfin sur les SIE. La troisième obligation est le maintien des prairies permanentes. Donc,
Concernant les prairies permanentes, donc il y a un ratio qui a été établi en 2014-2015, qui établit au niveau régional combien il y a de prairies permanentes et de prairies rotation présentes sur la région. Et tant qu'au niveau régional, il n'y a pas trop de diminution de prairies permanentes, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si je diminue de 2,5%, il faudra demander l'autorisation à la DDT. Si au niveau régional, il y a une diminution de plus de 5%, il faudra réimplanter des prairies qui auront été labourées. Donc, pour autant, aujourd'hui, au niveau régional, le nombre d'hectares de prairies permanentes semble stable, voire légèrement en augmentation. Donc, il n'y a aucune interdiction de labourer des prairies permanentes. Et je rappelle qu'une prairie permanente, c'est une parcelle qui est en herbe depuis 6 ans ou plus. Donc, c'est-à-dire que toutes les prairies temporaires présentes depuis 2016 passent automatiquement en PRL ou prairie permanente en 2021. J'ai dit qu'on pouvait labourer les prairies permanentes, à part les prairies permanentes sensibles, qui sont facilement visualisables sur Télépac, qui a des alertes sur Télépac si vous touchez aux prairies sensibles. Et ça représente des prairies permanentes de 2014 situées en zone Natura 2000. C'est-à-dire c'est le Val d'Anclin, la Creuse, l'Indre, la Brenne et Chabris, ou essentiellement des prairies sensibles. Depuis 2018, toutes les prairies ont un âge, c'est-à-dire c'est suivi dans le temps, et à l'instruction, une prairie qui a 6 ans, si vous la déclarez en prairie temporaire, l'administration la requalifiera en prairie rotation longue. Il y a des alertes sur Télépac qui vous l'écrivent, donc il y a une couche aussi sur Télépac qui vous permet de voir que le couvert herbacé a 5 ans, 3 ans, pour vous dire derrière, est-ce que ça passe en prairie rotation longue ou pas cette année. Ce critère est aussi valable pour les jachères, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un couvert herbacé qui a une présence de graminées fourragères au sein du mélange, au sein de la parcelle, la 6e année, ça passe PRL ou pour les jachères de 6 ans et plus. Une jachère, le dernier point, une jachère, une J6S, ne peut redevenir une J5M sans intercaler une culture, c'est-à-dire que pour casser ce couvert herbacé, il faut intercaler soit une culture, une céréale, un protéagineux, un oléagineux, ou une légumineuse pure, parce que les légumineuses pures sont considérées comme des cultures. Pour les personnes qui sont engagées en MAEC, les prairies, le compteur prairie est gelé durant le temps de la MAEC. Une prairie qui a 2 ans, je l'engage en MAEC. Pendant 5 ans, la 9e année, on considérera qu'elle n'a que 3 ans de pourré herbacé. Donc, une prairie ou une jachère de plus de 6 ans aura toujours plus de 6 ans, même si elle est conduite en agriculture biologique. Et enfin, les cultures fourrages, enfin les semences de graminées qui sont codées, où il y a la petite coche semence qui est notée, ne deviennent pas des prairies permanentes parce que c'est des cultures dédiées à la production de semences. J'ai parlé donc de la requalification, de la couche couvert 2020 qui permet donc de voir l'âge des prairies ou de la jachère et qui permet donc une parcelle qui a 5 ans en 2020, à vous de la déclarer en PRL si c'était une prairie temporaire, en J6S si c'était une jachère, la 6e année, parce qu'en 2021, ça devient la 6e année. Et puis, je vous ai dit, il y a des alertes. L'importance de tout ça, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, mais les éléments de paysage, pour qu'ils puissent être comptabilisés en SIE, doivent être présents sur des terres arables. Ça veut dire qu'une haie qui est présente sur une prairie temporaire, si je la laisse prairie temporaire alors que j'ai l'alerte qui me dit que ça doit être une prairie rotation longue, ma haie, je la comptabilise en SIE parce que sur Télépac, c'est très simple de comptabiliser, c'est juste une coche pour dire que cette haie, je veux la comptabiliser en SIE. À l'instruction, ma prairie temporaire sera requalifiée PRL.
ma haie qui devait compter en SIE ne comptera pas parce qu'elle n'est plus sur une terre arable. Et potentiellement, sur certains dossiers, ça peut générer des pourcentages de diminution, ce qui peut faire, on a pu voir des dossiers qui de 6% sont passés à moins de 5% de SIE pour des mauvaises codifications. Enfin, est-ce que les parcelles déclarées en J6S peuvent être considérées en terre arable? J'ai envie de dire oui, ça reste une terre arable tant que je la déclare en SIE. Par contre, le jour où une J6S reste terre arable tant qu'elle, je la considère en SIE. Si je ne la déclare pas en SIE, déjà il y a une alerte sur Télépac qui dit que c'est pas normal qu'on peut compter une J6S parce que le S veut dire SIE. Donc si je ne la déclare pas en SIE, ça ne devient pas une J6S mais une J6P. Donc ça devient une prairie permanente. L'année suivante, si je veux la considérer en SIE, je ne pourrai plus parce que c'est une prairie permanente et une prairie permanente ne peut pas devenir une prairie permanente ne peut pas devenir SIE parce que elle reste prairie permanente. Et une prairie permanente, on sort des terres arables, elle ne peut pas être SIE. Donc, il vaut mieux déclarer toutes les jachères en SIE pour garder ce caractère de terre arable, même si je ne suis pas soumis au SIE. Pas d'autres questions concernant l'aide verte? Alors, il n'y a pas de déclaration SIE car je suis exempt, car j'ai plus de 75% d'herbe. Est-ce alors une parcelle arable? Sur Télépac vous laisse le choix. Si je suis exempté parce que j'ai plus de 75% d'herbe, Télépac vous demande est-ce que vous voulez ou non déclarer des SIE. Soit vous êtes sûr d'être au-dessus des 75%, c'est-à-dire que vous êtes à 80 à 100% d'herbe, le caractère SIE ne pourra pas être mis en cause. Par contre, il existe des dossiers où on est à 75,5% d'herbe et j'oublie que j'avais de l'herbe et je sème un maïs parce que j'ai besoin de fourrage. À l'instruction, donc là, je fais ma modification papier pour dire à l'administration que je diminue ma surface en herbe, mais je ne pense pas automatiquement à mon caractère SIE. C'est-à-dire que lors de la déclaration Télépac, j'étais non soumis. À l'instruction, je peux devenir soumis pour une erreur de codage, ou je modifie mon assolement et je redeviens soumis aussi. Donc, il est évidemment conseillé de déclarer des SIE, même si je suis exempté. Et donc, si j'avais déjà cher de 6 ans et plus, que j'étais exempté, mais que je ne les ai pas déclarées en SIE, elles sont passées à l'instruction en J6P. Et je ne peux plus revenir en arrière, à part si je déclare une culture sur ces parcelles. Donc, je peux, si je suis exempté, déclarer cette jachère en SIE pour qu'elle garde son caractère de terre arable. Je vais passer à l'aide de JA. Donc, l'aide JA est une aide valable 5 ans qui est destinée à ceux qui s'installent pour la première fois, qui ont moins de 40 ans au 31 décembre où j'ai fait ma première demande de DPB. Donc, j'ai 40 ans dans l'année, je demande ma première PAC cette année. J'aurai encore 40 ans à la fin de l'année, je suis éligible. Si j'ai un diplôme de niveau 4, agricole ou non, c'est-à-dire si j'ai un bac S, je peux avoir cette aide-là. Je ne suis pas obligé de passer par la demande de la DGA au centre du deuxième pilier de la PAC. Ou si j'ai une validation des acquis ou une expérience professionnelle durant les 3 ou 4 dernières années, je peux obtenir cette équivalence et obtenir cette aide JA qui était l'année dernière de 102 € de l'hectare pour 34 hectares maxi. Donc le 34 hectares reste là tous les ans, mais au début de 2015, c'était plutôt 66 € de l'hectare, donc plutôt 2200 €. On ne sait pas ce que ça vaudra en 2021, mais globalement entre 2 et 3 000 €. Et cette aide est valable pendant 5 ans à partir de ma première demande, c'est-à-dire que je suis éligible pendant 5 ans. Si je suis installé depuis 2015 et
2016 aujourd'hui et je n'ai pas fait ma demande, je fais ma première demande cette année et j'y aurai le droit jusque pendant 5 ans, à condition que la réforme de la PAC 2023 continue sur que cette aide continue d'exister. Je vais laisser, pas de questions, je vais laisser la place à Sylvain Nasseur de la DDT sur les questions BCAE. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les bonnes conditions agro-environnementales. Alors, la BCAE 1, donc ça concerne les bandes tampons. Donc, bandes tampons, les bandes qui font au moins 5 mètres de large le long de cours d'eau. Vous avez la possibilité de visualiser sur Télépac la couche BCAE. Vous allez dans l'onglet couche sur la partie gauche de l'écran et vous avez normalement une couche cours d'eau qui vous permet de voir tous les cours d'eau BCAE qui seraient en relation avec vos parcelles. Et donc sur ces bords de cours d'eau, normalement vous devez avoir une bande tampon d'au moins 5 mètres de large. En tout point, comme on le rappelle, si ça fait moins de 5 mètres à un endroit, ça ne compte pas en tant que SIE, mais uniquement en tant que SIE. La BCE 6, donc le maintien des matières organiques sur les sols. Donc, pour rappel, il y a une suppression de la dérogation, de l'interdiction de brûlage, autant des résidus de cultures comme le lin ou le chanvre, ou bien pour installer des cultures potagères ou des semences de graminées. Donc ça, cette suppression du brûlage, enfin, ce n'est pas une suppression de brûlage, c'est la suppression de la dérogation à l'interdiction de brûlage est effective. Par contre, vous avez toujours la possibilité d'utiliser du brûlage pour des raisons phytosanitaires, mais qui doivent être dûment justifiées, notamment auprès du SRAL à la DRAF à Orléans. La BCAE 7. Alors, le maintien des haies sur les exploitations agricoles. Alors, pour rappel, ce sont les haies qui font moins de 10 mètres de large, ou bien les bosquets ou les mares qui font moins de 50 arbres. Normalement, les BCAE 7 sont visualisables sur Télépac. Vous avez également une couche dans l'onglet couche, la couche BCAE 7, qui vous permet de visualiser toutes les haies, tous les bosquets qui seraient engagés au titre des BCAE 7. Pour rappel, la coupe à blanc de ces haies ou de ces bosquets est toujours possible. C'est l'arrachage, le défrichement qui est interdit. Ou alors, éventuellement, le surpâturage qui aboutirait à un défrichement. La taille des haies, pour rappel, est également interdite du 1er avril au 31 juillet, période de nidification des oiseaux. Les haies concernent les exploitants qui en ont le contrôle. Si l'exploitant n'a pas le contrôle de la haie, normalement, elle ne relève pas de la BCAE 7, mais théoriquement, elle ne devrait pas faire partie de la télédéclaration PAC. S'il n'en a pas le contrôle, elle devrait être exclue du parcellaire du RPG. Vous avez toujours la possibilité également de déplacer les haies ou de les remplacer. Alors, si vous pouvez faire un arrachage de moins de 5 mètres de long ou faire un déplacement de moins de 2% du linéaire de l'exploitation sans demander l'autorisation à la DDT. Au-delà de ces critères, il faut faire une demande préalable à la DDT en vue d'obtenir l'autorisation pour voir si vous rentrez bien dans les critères d'exemption. L'impact financier, pour ceux qui arrachent des haies sans autorisation, peuvent être assez importants. Notamment, par exemple,
200 mètres de haies qui ont été arrachés en 2019 ont abouti à 5% de pénalité sur l'ensemble du dossier des aides découplées. Et en 2020, on a eu 8 exploitations qui ont été contrôlées positivement à l'arrachage de haies. Je relaisse la parole à Mathieu pour les aides. Oui, un point maintenant sur la ZNT riverain. Donc la ZNT, zone de non-traitement, ça veut dire l'application d'une distance de sécurité par rapport au lieu d'habitation pour le traitement des produits phyto. Alors cette ZNT, ça rentre en vigueur dans la conditionnalité des aides à partir de cette année. Donc en cas de contrôle et d'absence de ZNT, ça pourrait entraîner une anomalie de 1% au titre des BCAE. Alors cette zone de non-traitement, concrètement, elle est de 20 mètres pour les substances les plus préoccupantes. Les substances les plus préoccupantes, en fait, ce sont majoritairement des substances utilisées en arboriculture. Donc, vous pouvez trouver la liste sur le site du ministère de l'Agriculture. Vous tapez ZNT riverain ministère de l'Agriculture, vous trouverez un question-réponse qui est pas mal fait, et il y aura notamment la liste de ces substances préoccupantes. Sinon, c'est de 10 mètres pour les cultures autres, donc viticulture, arboriculture, et 5 mètres pour les cultures basses. Donc, ces distances sont à respecter par rapport à la limite de propriété d'habitation occupée. Quand on dit habitation occupée, ce sont des locaux régulièrement occupés ou fréquentés. Une résidence secondaire, par exemple, qui n'est occupée que pas très fréquemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de ZNT à appliquer. Ça concerne donc la maison d'habitation, mais ça ne concerne pas un bâtiment d'exploitation ou un hangar. C'est uniquement la maison d'habitation. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'à côté de la maison d'habitation, vous avez une petite zone d'agrément, qui peut être un jardin ou une zone sur laquelle les gens peuvent aller. Donc, la limite s'applique après cette zone d'agrément. Alors, dans le cadre des chartes départementales, il y a possibilité de réduire cette distance, la réduire à 5 mètres pour l'arboriculture et à 3 mètres pour la viticulture et les autres cultures. Ceci à condition d'utiliser du matériel réduisant la dérive de pulvée, donc des buses anti-dérive essentiellement. Donc ça, c'était la réglementation qu'on pouvait vous donner jusqu'à la fin de la semaine dernière, puisqu'en fin de semaine dernière, il y a eu un avis du Conseil constitutionnel qui remettait en question les chartes départementales. Donc actuellement, ces réductions de distance, on est un peu en stand-by. On attend les consignes du ministère de l'Agriculture pour savoir si ces réductions s'appliquent ou non pour cette campagne. Ouais. Voilà, on répond à la question ZNT et SIE. Si les ZNT comptent en tant que SIE, ça on le voit juste à ce niveau-là. Donc au niveau de la déclaration PAC, comment on fait par rapport à ces ZNT? Si la ZNT est cultivée, par exemple, vous avez fait un blé et vous avez laissé une zone de 5 mètres non traitée. Dans ce cas-là, il ne doit pas être distingué au niveau de la déclaration PAC. Vous déclarez votre parcelle entière en blé, ça reste admissible au DPB. Et c'est uniquement en cas de contrôle par la DRAF qui vont vérifier si la zone est traitée ou non. Si la ZNT n'est pas cultivée, elle peut être déclarée en bordure de champ avec le code BOR si vous implantez un couvert, donc un couvert herbacé, et ça peut être comptabilisé en SIE à condition que ça fasse au moins 5 mètres de large. Parce que pour avoir le code bordure, il faut avoir au moins 5 mètres de large.
Et donc, dans ce cas-là, ça comptera en tant que SIE. Ça peut être également déclaré en jachère si ça respecte les conditions de la jachère, donc couvert autorisé et entretien répondant aux conditions, c'est-à-dire absence de valorisation. Et ça comptera également en SIE si votre ZNT est présente du 1er mars au 31 août, qui est la période pour la jachère. Donc, si vous avez un couvert herbacé, deux possibilités, soit la déclarer avec le code BOR, bordure de champ, condition que ça fasse au moins 5 mètres de large, ou la déclarer en jachère, mais il faut que ça reste présent du 1er mars au 31 août. Et dans les deux cas, ça comptera en tant que SIE. Si par contre la ZNT est un sol nu, ce qui est possible également, à ce moment-là, elle doit être déclarée en SNE, surface temporairement non exploitée, donc qui ne permettra pas de bénéficier d'aide sur cette surface. Alors, une question par rapport à la ZNT. Et si je suis en conversion bio, ZNT, pas ZNT? Si je peux pas, vas-y. Pour les conversions bio, soit j'utilise des produits phyto avec homologue, enfin, il y a des produits bio homologues avec des AMM. Donc, si j'ai une AMM sur le produit avec lequel je traite, je dois respecter la ZNT. Par contre, généralement, il n'y a pas de produit. S'il n'y a pas de produit épandu, je peux cultiver jusqu'au bord. De la même manière que si je suis conventionnel, je peux cultiver jusqu'au bord. Je peux mettre mon blé au ras de la clôture, mais je n'ai pas le droit de traiter sur 3 ou 5 mètres à partir de la clôture du voisin. Donc, on peut implanter jusqu'au bord. Après, c'est est-ce que je mets des phytos dessus ou pas? On va passer maintenant aux aides. Alors la question c'est, est-ce que les ZNT riverains sont visibles sur le RPG? Non, elles ne sont pas visibles. C'est à vous, le cas échéant, de déclarer une bordure de champ ou une jachère. C'est tout. Il n'y a pas de limitation précise là-dessus pour l'instant. Donc, les aides couplées. Tout d'abord, on va parler des aides couplées animales. Je vais laisser M. Nasser vous les présenter. Alors, les aides couplées animales. Donc, l'aide aux bovins allaitants, ABA. Donc, les déclarations a débuté le 1er janvier et elle est valable jusqu'au 17 mai 2021. Donc, le montant, 171 € pour les 50 premiers animaux, 123 du 51 au 99e et 62 € du 100e jusqu'à la 139e femelle éligible. Donc, pour l'aide ABA, il faut au moins 10 UGB, donc 10 vaches, ou alors vous pouvez mettre des ovins ou caprins, mais il vous faut au moins 3 vaches. L'indice de prolificité est de 0,8 veaux nés par vache allaitante. Ils doivent être détenus en moyenne 90 jours sur les 15 derniers mois, précédant la période de détention obligatoire. Les génisses, normalement, ne sont pas primables, sauf pour les nouveaux producteurs pendant les 3 premières années, les producteurs individuels. Et il peut y avoir que 20% de génisses qui sont comptabilisables. La période de détention des animaux est de 6 mois, au lendemain de la date de dépôt. Donc, si vous voulez un acompte de 50% au 15 octobre, il faut faire la déclaration avant le 15 avril, puisqu'après, le versement de l'aide se fait au fil de l'eau, suivant les périodes de détention obligatoires qui sont terminées. Et une vache, pour rappel, n'est primée qu'une seule fois par campagne.
Alors, pour les vaches qui sortent de l'exploitation, soit en réforme, ou c'est parce qu'elles partent à l'équarrissage, vous avez la possibilité de les remplacer par des génisses avec un plafond de 30% d'animaux maximum. Et pareil, il faut que les animaux soient détenus au moins pendant 6 mois. La prime à la vache laitière, donc c'est pour les vaches laitières ou mixtes. Il faut une période de détention également de 6 mois, qui compte à partir du lendemain de la date de dépôt de l'aide. Et vous avez également la possibilité de remplacer des vaches par des génisses, toujours avec le plafond de 30% d'animaux maximum, de génisses maximum, et une période de détention de 6 mois, et il faut que les génisses aient plus de 8 mois. La prime était de 41,30 € par vache en 2020. Les veaux sous la mer, la prime est de 62 € par veau, labellisable en bio en 2019. Et il y a 84 € par veau labellisé avec commercialisation via l'organisme de production en 2019. Les aides couplées végétales. Alors, le plan protéines. Alors, vous avez la possibilité de déclarer des légumineuses fourragères, donc comme de la luzerne, du trèfle, donc soit pur, soit en mélange. À partir du moment où les légumineuses fourragères sont prépondérantes. Donc, vous pouvez les mettre avec des céréales ou des oléagineux, mais il faut que les légumineuses restent prépondérantes. La prime était de 160 € par hectare en 2020. Les conditions d'éligibilité, il faut que l'exploitation qui demande l'aide ait au moins 5 UGB. Donc, si vous êtes éleveur et que vous avez 5 UGB, vous êtes éligible à l'aide légumineuse fourragère. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, si vous êtes simplement cultivateur, il faut que vous ayez un contrat avec un éleveur qui lui-même possède au moins 5 UGB. Mais il faut bien que vous vérifiez quand vous passez le contrat avec l'éleveur, que l'éleveur ne demande pas l'aide de son côté, qu'il ait bien les 5 UGB et qu'il ne soit pas en contrat avec quelqu'un d'autre. Parce que dans ce cadre-là, c'est le premier contrat qui sera retenu. Donc, on va regarder la date de signature du contrat pour prendre la date la plus ancienne et ne retenir que ce contrat. Les codes pour l'aide légumineuse fourragère, c'est les codes de luzerne, de trèfle, ou alors les codes MLF, mélange de légumineuses fourragères, ou MLC, mélange de légumineuses fourragères avec des céréales ou des oléagineux. Si vous faites un mélange avec des céréales ou des oléagineux, on ne va pas vous demander de facture. Par contre, il peut y avoir un contrôle sur le terrain pour vérifier que les légumineuses fourragères sont bien l'espèce prépondérante sur la parcelle. Et surtout, ne pas oublier de cocher l'aide dans l'aide couplée, l'aide légumineuse fourragère. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous rentrez un code de légumineuse que ça ouvre droit automatiquement à l'aide couplée légumineuse fourragère. Vous pouvez demander également une aide protéagineux. L'aide protéagineux, c'est réservé uniquement pour ceux qui font du lupin, du pois ou de la févrole, ou un mélange de ce pois lupin-févrole. Ou alors pour l'aide petit pois également, si vous cochez la case production de semences pour les petits pois. Donc faites bien attention, pour l'aide protéagineux, vous avez des codes particuliers. Donc pois d'hiver, pour PHI, PPR pois de printemps, vous n'avez pas les codes pois fourragers d'hiver, PFH. PFH, c'est des codes pour les légumineuses fourragères. Donc faites très attention quand vous rentrez les codes protéagineux
qui font bien partie du tableau des protéagineux. Pour rappel, l'aide protéagineuse, c'était 149 € de l'hectare en 2020. En aide végétale, en aide couplée végétale, vous avez également le soja, à codifier SOJ, dont le montant est de 29,60 € en 2020. Vous avez des aides aussi à la production de semences, autant légumineuses, fourragères que graminées. Donc, vous mettez les codes de semences légumineuses, fourragères ou graminées et vous cochez bien la case que c'est destiné à la production de semences certifiées. Sous le code de culture, normalement, vous avez une ligne où on vous indiquer si la culture est destinée à la production de semences certifiées ou de plants en cochant la case ci-après. Il faut bien cocher la case. C'est ce qui va différencier, par exemple, un code de luzerne qui va passer en porte-graine si vous cochez la case. Si vous ne cochez pas la case, l'aide luzerne, ça pourrait être éventuellement une aide légumineuse fourragère, si vous avez demandé l'aide légumineuse fourragère. Elle ne sera pas comptabilisée au titre de l'aide semence de légumineuses fourragères. Donc ça, cette diapo, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Faites très attention avec les codes, notamment pois, et févrole, lupin, qui peuvent avoir des doubles codes autant pour l'aide légumineuse fourragère ou bien pour l'aide protéagineuse. Ne mettez pas un code de protéagineux si vous demandez l'aide légumineuse fourragère ou inversement, parce que dans ce cadre-là, l'aide ne sera pas accordée. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on a répondu en direct. Bon. Donc là, je vous laisse sur l'aide second pilier de la PAC avec Philippe Comin. Concernant les aides du second pilier de la PAC, on va vous parler là uniquement des aides du second pilier surfacique. La première aide, c'est l'ICHN, l'unité compensatrice des handicaps naturels, qui est l'aide la plus importante en termes de nombre de dossiers dans le département. Donc l'ICHN, c'est une aide pour les éleveurs. Il faut avoir un chargement compris entre 0,35 et 1,80 UGB par hectare de surface fourragère, avec un optimum de prime entre 0,60 et 1,40. L'aide, globalement, l'aide, si vous êtes au plafond à 75 hectares, ça fait entre 7 500 et 8 000 € à peu près. Cette aide est ouverte aux laitiers purs depuis l'année 2016. Et comme critère d'éligibilité, il y a un critère de revenu. Il faut que le revenu issu des activités agricoles soit supérieur aux revenus issus des activités non agricoles ou que les revenus non agricoles soient inférieurs à un demi-SMIC. Et il faut être situé en zone défavorisée. Donc la zone défavorisée a été un peu révisée en 2019. C'est à peu près tout le département sauf la Champagne. Sont primables au titre de cette prime les surfaces fourragères ainsi que les céréales autoconsommées. Autre aide du second pilier, l'aide à l'assurance récolte. Alors, c'est une aide qui a tendance à se développer de plus en plus. L'an dernier, on a eu 600 demandeurs de cette aide. Donc, il faut souscrire un contrat avec un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance. Il faut cocher également la demande d'aide d'assurance récolte dans votre dossier PAC. Et ce qu'on vous demande, c'est de nous renvoyer le formulaire CERFA de déclaration de contrat pour le 30 novembre. Nous, ce qu'on vérifie par rapport à cette aide, c'est principalement le respect d'un taux minimal de couverture des cultures assurées. C'est-à-dire que pour les contrats exploitation, vous devez assurer au moins 80% de vos cultures de vente. Et pour les contrats par groupe de cultures, qui sont les contrats majoritaires, il faut assurer en arboriculture, viticulture, prairie, au moins 95% de ces surfaces déclarées
et pour les grandes cultures, assurer au moins 70% des surfaces déclarées. Sinon, l'aide, elle est d'un niveau de 65% du montant de la cotisation au niveau socle et 45% pour les niveaux complémentaires optionnels. Autres aides du second pilier, les aides bio et MAEC. Donc là, les personnes qui s'en occupent n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Concernant les MAEC, en fait, il y a deux types de MAEC. Vous avez les MAEC zonés, donc qui sont sur un territoire précis, géré avec un opérateur. C'est le cas des MAEC système. Vous avez la MAEC grande culture, polyculture élevage, système herbager. Et vous avez également des MAEC sur des bassins versants. On va revenir là-dessus. À côté de ça, vous avez des MAEC non zonés. Donc les MAEC biodiversité génétique, c'est la MAEC apiculture, protection des races menacées et protection des ressources végétales. Et vous avez les aides à l'agriculture bio, aide à la conversion, CAB et aide au maintien, MAB. Concernant les aides bio, donc là vous avez le détail des aides par type de culture. Par rapport à ces aides, donc il y a des plafonds. Au niveau de l'aide à la conversion, le plafond est de 20 000 € par exploitation. Pour l'aide au maintien, 8 000 €. Mais à ces premiers plafonds s'ajoutent également d'autres plafonds en fonction des enveloppes disponibles qui sont variables chaque année. Au niveau du RPG, de la télédéclaration, pour les aides bio, il y a 2 RPG à compléter. Vous avez le RPG classique, sur lequel vous devez, lorsque vous déclarez une parcelle en bio, cocher la case comme quoi la parcelle est engagée en agriculture bio au niveau du descriptif de la parcelle. Et ensuite, vous avez le RPG bio, où là, vous devez dessiner vos parcelles engagées. Bon, si vous étiez déjà engagé depuis quelques années, les parcelles apparaissent déjà, et vous devez à ce niveau-là valider vos engagements. Avec les codes culture, CE-CAB si vous êtes en conversion ou CE-MAB si vous êtes en maintien. Bon, pas de nouveauté par rapport aux années précédentes là-dessus. Si vous voulez plus de précision sur la bio, vous pouvez contacter le pôle conversion bio, à la Chambre d'agriculture ou au GDAB, ou directement la DDT auprès de mes collègues, donc Madame Majeune et Mademoiselle Schmitt. Concernant les MAEC, donc les MAEC biodiversité génétique, donc ce sont des MAEC non zonés. Vous en avez 3, la MAEC apicole, donc il faut avoir des ruches, au minimum 72, et l'aide est de l'ordre de 21 € par ruche engagée, avec un plafond à 8 000 € par an. La MAEC préservation des races menacées, donc ça concerne des races qui sont en voie d'extinction. Il faut être adhérent à l'organisme de sélection ou de conservation de la race, et l'aide est de l'ordre de 200 € par UGB. Et vous avez la MAEC préservation des ressources végétales, donc qui est mise en place depuis 2019 dans la région. Ça concerne des variétés de légumes ou de fruits qui sont en voie de disparition. Donc, certaines variétés de pommes, poires, cerises, châtaignes, légumes. Il faut avoir passé une convention avec le réseau en charge de conservation de la variété, et l'aide est de 600 € ou 900 €. Concernant la MAEC zonée, donc là vous avez les territoires sur lesquels vous pouvez contracter ce type de MAEC, donc le pays de la Châtre, le PNR de la Brenne, le Val de l'Indre et le plateau de Chabris. Donc, si vous voulez contractualiser ce type de MAEC, il faut prendre contact avec les animateurs de ces zones. Donc là, on vous donne le détail. Il s'agit principalement de contacts au niveau de la Chambre d'agriculture. Romain Métois, Jean-Luc Roy, Alain Frère ou Laura Barbonnet. Au niveau de la télédéclaration, c'est comme pour les aides bio, il y a les 2 RPG. Vous avez le RPG classique, sur lequel, si vous faites une MAEC
système herbagé, vous devez cocher les parcelles cibles qui sont engagées dans cet MAEC système herbagé, uniquement pour ce type de MAEC. Sinon, pour les autres, pour toutes les MAEC, vous devez également renseigner le RPG MAEC, qui généralement est pré-rempli une fois que vous l'avez déjà fait une première année, donc en mettant les parcelles que vous engagez et avec les codes MAEC qui vont bien. Pour les gens qui ont terminé leur engagement, ceux qui s'étaient engagés en 2015, donc pour lesquels l'engagement a pris fin en 2020, 2016. Il y a possibilité cette année de se réengager, soit pour 1 an ou soit pour 5 ans, selon les types de MAEC. Voilà sur cette partie second pilier. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Pour terminer une partie sur la télédéclaration 2021, quelques nouveautés et les points de vigilance. Au niveau des DPB, les formulaires sont en ligne depuis janvier. Ils sont identiques quasiment à ceux de 2020. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir ces formulaires ou directement les prendre sur Télépac et à prendre rendez-vous avec nous pour vous aider à remplir ces formulaires. Au niveau de la télédéclaration PAC, la déclaration se fait comme chaque année par voie électronique uniquement. Cette année, vous verrez que la photo aérienne est modifiée. L'an dernier, vous aviez une photo de 2017. Maintenant, vous aurez une photo qui date de 2020. Les couches récemment installées sur Télépac, on l'a déjà dit tout à l'heure, vous avez la carte des cours d'eau BCAE1 qui vous permet de voir donc les cours d'eau BCAE1 qui doivent être bordés par une bande tampon. Vous pouvez le trouver également sur le géoportail et sur le site de la préfecture. Vous avez la couche des couverts 2020 donc, qui vous permettent de savoir quel est l'âge de vos prairies en fait, avec notamment un code couleur spécifique pour les couverts à surveiller, c'est-à-dire les prairies temporaires de 4 ans, pour lesquelles ce sera la dernière année de prairies temporaires avant passage en prairie rotation longue, si vous continuez à la déclarer en prairie, et les prairies temporaires de 5 ans, si vous continuez à la déclarer en prairie, il faudra les déclarer en prairie rotation longue en 2021. Donc ça, les couverts sont en orange pour ces deux types de couverts. Obligation d'avoir un numéro de SIRET valide et correct. Donc ça, c'est également un point important. Puisque dorénavant, nous, on va faire une vérification sur ce numéro de SIRET. Donc dans la plupart des cas, le numéro de SIRET que vous déclariez était correct, mais dans certains cas, bon, il était incorrect. Donc, nous, on va le vérifier et si vous ne remplissez pas de numéro de SIRET, ou si vous avez un numéro de SIRET invalide, on ne pourra pas vous verser l'aide. Donc, veillez à remplir votre numéro SIRET. Si vous n'en avez pas ou s'il n'est plus actif, à contacter la Chambre d'agriculture pour le remettre à jour, parce que ce sera un motif de rejet de l'aide s'il n'est pas correct. Pourquoi on fait ça? Parce que l'an prochain, on va changer notre module exploitant et le numéro SIRET sera une clé pour rentrer dans ce module. Donc, si vous n'avez pas un numéro de SIRET valide, on ne pourra plus vous renseigner dans notre base. C'est pour ça qu'on demande à ce que le numéro de SIRET soit correct et valide. Donc, pour info, on a rappelé là, récemment quelques producteurs dont on a eu la liste qu'ils avaient un numéro de SIRET invalide. Autre élément un peu nouveau, c'est l'affichage d'une alerte si vous cochez non à la demande de paiement de DPB. C'est-à-dire si par erreur vous avez coché non en disant je ne demande pas l'aide découplée, donc il y aura une alerte qui vous dira attention, vous avez coché non, donc vous ne toucherez pas d'aide découplée si vous laissez en l'état. Au niveau du verdissement,
si vous déclarez des bordures SIE, il y aura un message qui vous demandera de bien vérifier la largeur de ces bordures SIE. Parce que si en un endroit, la largeur est inférieure à 5 mètres, toute la bande ne comptera pas en SIE. Donc, vérifiez bien que lorsque vous déclarez une bordure SIE, c'est-à-dire une bande tampon ou une bordure de champ, qu'elle fasse bien 5 mètres de large en tout point. Et sinon, ici, Télépack vous calcule de façon automatique les largeurs et les longueurs des SNA, comme les années précédentes. Un élément nouveau également, cette année, c'est la constitution d'une couche d'îlots de référence. C'est-à-dire comme les SNA ou les zones de densité homogène, qui sont des couches de référence avec un numéro, vous aurez maintenant, chaque îlot aura un numéro spécifique. De plus, certains îlots ont été un peu retouchés suite à la mise en place de cette couche d'îlots de référence et suite à la nouvelle orthophoto 2020 pour mieux coller justement à la photo aérienne. Donc, c'est-à-dire que l'IGN nous a fait des signalements sur certains îlots qui débordaient sur des routes, qui débordaient un peu sur des bois, ou alors au contraire qui n'étaient pas vraiment en limite de bois. Donc certains îlots ont pu être un peu modifiés, ça représente 8% des îlots dans le département. Donc c'est des modifications la plupart du temps minimes. Par contre, les parcelles que vous avez déclarées l'an dernier, elles sont restées en place, comme vous l'aviez déclaré l'an dernier, ce qui fait qu'il pourrait y avoir dans certains cas une petite décorrélation entre la parcelle et l'îlot. C'est-à-dire que la parcelle pourra un peu déborder de l'îlot, dans certains cas, si votre îlot a été un peu rapetissé parce qu'on l'a remis en ligne par rapport aux limites naturelles. Donc, dans ce cas-là, vous aurez une alerte et vous aurez, il va y avoir un outil spécifique sur Télépack qui vous permettra d'aligner correctement la parcelle avec l'îlot, qui permettra de rogner la partie qui est au-delà de l'îlot pour la faire correspondre exactement à la limite de l'îlot. Et inversement, vous pourrez avoir des îlots qui sont un peu trop grands par rapport aux limites de parcelle. Il pourrait y avoir un petit morceau d'îlot vide sans parcelle. Donc là, ça vous générera une anomalie, qu'on appelle une IP4. Et comme on avait les années précédentes, donc dans ce cas-là, il faut modifier le dessin de la parcelle pour le faire coller à la limite de l'îlot. Après, ces modifications, ça représente 8% des îlots, mais dans la plupart des cas, c'est des modifications minimes qui concernent un ou deux arts, voire moins. C'est la principale nouveauté de cette année. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Sinon, en termes d'accompagnement en DDT, comme chaque année, on va faire un accompagnement téléphonique au numéro 02 54 53 26 99 prioritairement. On met en place un accueil physique, comme on avait fait l'année dernière, sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, 13h30 à 17h, à partir du 12 avril. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de prendre rendez-vous obligatoirement au numéro qui s'affiche. Du fait des restrictions sanitaires, l'accueil est un peu aménagé par rapport aux années précédentes. Donc, ça se fait dans 2 salles et avec double poste, c'est-à-dire que vous avez un poste sur lequel vous faites votre télédéclaration et nous, si on a besoin d'intervenir, on est à côté, mais ce n'est pas le même poste, c'est-à-dire que ce n'est pas la même souris ni le même clavier. Voilà, et on vous demande également de venir avec un masque. Et l'accueil est réservé en priorité aux exploitants qui ont moins de 200 hectares. L'accompagnement est également possible auprès des autres organismes de services, notamment comme la Chambre d'agriculture. Christophe veut rajouter quelque chose. Oui, voilà, on arrive au terme de cette présentation. Donc, effectivement, les conditions sont toutes particulières et
pour certains d'entre vous, ils se sont habitués, d'autres un peu moins. Alors, on a fait quelques séquences de questions-réponses sur le chat, mais effectivement, ce n'est pas toujours évident. Donc, je pense qu'on peut, là, on a un peu de temps devant nous, on peut passer à des questions orales si on se discipline. Voilà. Et je veux dire par là que vous ouvrez votre micro pour poser la question, on va tâcher de vous répondre, et puis vous le fermez aussi tôt pour que quelqu'un d'autre puisse ensuite poser une question. Voilà, donc on se discipline. Vous posez une question oralement, on vous répond, et éventuellement une personne derrière reprend le micro pour reposer une nouvelle question. Voilà, ce n'est pas très simple, mais vous êtes une petite soixantaine là en ligne, et mais en se disciplinant, on va y arriver. Donc, si vous avez la séquence questions à l'oral, on vous écoute.